Le premier débat. On est absolument ravis de cette initiative, de cette originalité, de votre présence. Et on va commencer aujourd'hui par un débat tout à fait iconoclaste, un peu particulier, un peu sans queue ni tête, mais c'est tout à fait un peu le positionnement que l'on veut avoir dans le contre-salon, c'est-à-dire être comme nous sommes, c'est-à-dire un peu singulier, un peu différent, un peu particulier. Je vais vous présenter dans quelques minutes mes deux interlocuteurs, mais peut-être juste quelques mots pour poser un peu cette première rencontre. Alors, être vieux, est-ce que c'est être un vieux sage, un vieux con? Qu'est-ce que c'est qu'un vieux médecin, puisque vous êtes tous les deux médecins? Qu'est-ce que c'est qu'être vieux tout court, et puis vieux, et puis vieux, et puis quoi encore? C'est un peu particulier parce que la vieillesse n'a jamais été une identité, encore moins une maladie. Mais alors de quoi va-t-on parler? Eh bien, ça va être un peu la surprise avec vous deux, parce que c'est pas pour me flatter ou vous flatter, vous avez devant vous deux médecins absolument particuliers, mais chacun de leur façon absolument exceptionnelle. Exceptionnelle parce que chacun a des talents bien affirmés, et surtout, chacun... Alors c'est ça qui est cocasse pour notre situation. Mais chacun, moi je les ai jamais entendus encore parler de la vieillesse, mais ils sont toujours un peu en activité. Comme si d'une certaine façon, ils n'avaient aucune envie d'être vieux. Mais je ne sais pas, peut-être que je m'avance. Je présente d'abord Jean-Pierre Tarrot, qui a 81 ans, qui est tout en mauve aujourd'hui, c'est la première fois que je le vois en mauve. C'est un anesthésiste, réanimateur, grand spécialiste de la douleur. Alors évidemment, il a été... heureusement ou malheureusement connu parce qu'il a accompagné toute une série de personnalités tout à fait exceptionnelles dans leur fin de vie, que ce soit la famille Sédou, Gérard Depardieu, François Pinault, mais aussi François Mitterrand. Mais voilà, mais il n'a pas fait que ça. Et surtout, il a une qualité très rare pour un médecin, c'est qu'il est resté d'une discrétion absolue sur tous ces malades qu'il a soignés. Alors que dans le cas, si l'on prend tout simplement le cas de François Mitterrand, la quasi-totalité des médecins, à l'exception de Jean-Pierre Tarrot, ont écrit un livre. Non, Jean-Pierre Tarrot n'a pas écrit de livre, n'en dit pas un mot. Voilà. Et c'est un médecin qui continue, qui n'a pas de cabinet de consultation, qui continue toujours, tu nous raconteras. Tu continues dans quelques vacations, tu es toujours un petit peu à la clinique Saint-Jean-de-Dieu, non, ou pas? Plus du tout, un peu. Voilà. Voilà. Et c'est un grand spécialiste de la douleur. Et il vous racontera, il a toujours eu en tout cas, il m'a toujours fasciné c'est plus que de l'empathie, un lien extrêmement fort qu'il a avec son patient. Voilà. Et que c'est une sorte de tête-à-tête absolument magnifique qu'il entretient avec certains de ses patients. C'est un peu différent avec Willy Rosenbaum, parce que Willy Rosenbaum, lui, est dans une histoire, comment j'allais dire, plus collective. Bon, Willy... par la malchance pas la malchance, mais la variété des publications scientifiques, il est à l'origine, sans lui, jamais le virus du sida n'aurait été découvert, puisque c'est lui qui a eu l'idée géniale de dire que si on allait chercher dans les ganglions, peut-être des traces de rétrovirus. Bref, il a été essentiel, en tout cas dans la découverte du virus du sida, et puis après, il a eu une longue vie autour de cette maladie. Ça a toujours été militant, puisqu'au début, jeune, tu militais pour les pays en Amérique centrale, le Nicaragua, voilà. Voilà, on partageait ça, voilà. Et que depuis, voilà. Et que, bon, tu as été, d'ailleurs, c'est vrai aussi, un des tout premiers médecins, à suivre les malades du sida dès juin 81. Voilà.
Ce sont deux médecins. Willy a 78 ans, donc Jean-Pierre a 81 ans. L'idée est de parler avec eux de la vieillesse. J'ai jamais parlé avec eux de la vieillesse, jamais eux n'en parlaient. Ils étaient un peu désorientés à cette idée-là. Et je voulais aborder différents points avec eux, un peu comme nous tous. Et d'abord, avec Jean-Pierre, peut-être tu vas prendre ce micro, en espérant qu'il... Ça marche ou pas, non? Non? Les autres micros? Ah ben celui-là, il a l'air de marcher, tiens. Voilà. Voilà. Alors, Jean-Pierre, mais non, tout bêtement, parce que c'était un petit peu la raison d'être du... Ça marche ou pas? Non? Et là. Voilà, la raison d'être. Ben, j'aimerais bien t'entendre tout bêtement sur une question aussi bête que celle-ci, à savoir, ça veut dire quoi être vieux? Et est-ce que tu te sens vieux? Ben, Ah, on n'entend pas là. On entend... Vieux. Tiens, attends. Tu vas prendre tout le bien. Ah ben voilà. Excusez-moi. Ben non, être vieux, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. On est et on grandit et on arrive tout d'un coup à un bout de chemin où on a un âge qui n'est pas un âge qui permet de faire ce qu'on faisait avant. Je crois qu'être vieux, c'est avant tout continuer à vivre comme d'habitude, mais en s'adaptant au temps qui passe, au temps qui a passé, au fait que physiologiquement on n'est plus les mêmes et donc on ne fait plus les mêmes choses, mais le secret, c'est de garder la passion, la curiosité et la modestie. Voilà, être vieux, pour moi, c'est ça. C'est tout bête. Est-ce que ça marche pas bien le micro, hein? Pas. Non, oh, si, non, il fonctionne. Mais c'est une catastrophe. Non, ça marche pas. Oh, le micro marche pas du tout. C'est pas grave. Oui, oui. Voilà. Maintenant, si. Non, si. Est-ce que tu ressens ça comme une catastrophe? Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Absolument pas. Mais je crois que c'est important aussi, c'est d'accepter le fait qu'on n'ait plus 20 ans, qu'on n'ait plus 40 ans, qu'on n'ait plus 60 ans. Il faut accepter d'être différent et s'adapter à ces différences dans son mode de vie en gardant la passion. Avant tout la passion. De travailler, d'aimer, de voir, d'apprendre. Voilà. Continue. Ça marche pas, hein? On ne peut pas faire en sorte que ça marche. C'est sympathique. Allô? Oui, il y en a un qui fonctionne. Celui-là, il fonctionne. Et celui-ci aussi. Parlez bien face au micro. Pareil pour celui-ci. Oui. Et alors, bon, ça fonctionne. Tiens, j'en ai un nouveau, le 1, il marchait bien tout à l'heure. Oui. On va voir. Ah ben voilà. Mais en fait, en même temps, avant de poser un peu la même question à Willy, mais aussi ce qui nous interroge aussi, c'est que toi, tu continues quand même à travailler. Pourquoi? Tu t'ennuies? Non, mais là, on n'entend pas. La passion. J'en ai le 4 aussi. Mais je travaille de façon moins importante qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, etc. Mais la passion me permet de continuer à travailler avec beaucoup, beaucoup de plaisir. C'est tout. Et là,
Alors à toi, Willy, est-ce que tu te sens vieux? Et ça veut dire quoi être vieux? Surtout, Est-ce que le micro fonctionne? Faut que je parle fort, hein? On va essayer. Est-ce que non, je me sens pas vieux du tout. J'ai l'impression d'être toujours très actif, mais quand je me sens vieux, c'est en fonction du regard des autres. Moi, j'ai toujours les mêmes envies dans ma tête. J'ai toujours les mêmes envies, les mêmes pulsions, les mêmes appétences que quand j'avais 8 ans. Donc, se sentir vieux, c'est ne plus avoir d'objectif, c'est ne plus avoir le regard sur autrui, c'est ne plus avoir de perspective. Et ça, c'est des choses que je ne ressens pas. Donc, la seule chose que je ressens, c'est peut-être au niveau physique des choses que je ne peux plus faire. Mais l'année dernière, j'ai fait du ski quand même, hein, avec des remontées gratuites. Hein, il y a quand même des avantages. Au-delà d'un certain âge, les remontées deviennent gratuites, ça vaut la peine. Non, là où je me sens vieux, c'est mon fils de 15 ans qui me dépasse maintenant à ski. Ça m'embête un peu, ça. Mais j'ai fait une fille de 11 ans qui, elle, ne me dépasse pas encore. Donc, tu vois, ça me permet d'être... Elle veut skier qu'avec moi. Elle trouve que je skie mieux que les moniteurs. Donc voilà, non, je ne me sens pas... C'est compliqué, mais c'est dans le regard des autres qu'on peut se sentir vieux. Ça, c'est une des choses qui est particulièrement difficile à assumer aujourd'hui parce que la société n'est pas très indulgente au-delà d'un certain âge. je vais prendre cet autre micro, mais c'est aussi un petit peu cocasse de vous entendre tous les deux, parce que ce que vous nous dites, c'est « je fais tout pour ne pas me sentir vieux, je ne veux pas être vieux », comme si être vieux était un défaut. Mais non, moi je fais rien de spécial. J'ai un âge qui est important et dans ma tête, j'ai pas cet âge-là. Alors donc je vis avec cet âge-là, mais sans du tout modifier mon comportement. Je m'adapte à mon âge, mais ça ne me gêne pas d'avoir cet âge-là. Non, enfin, franchement, à partir... Non, je ne le dis pas, je ne nie pas le fait que là, il y a du temps qui est passé. Mais dans mes aspirations, dans ce que j'ai envie de faire, dans les objectifs que je me fixe, c'est vrai que c'est une certaine intemporalité. C'est pas que je refuse. De toute façon, je ne peux pas le refuser parce qu'effectivement, tout à l'heure, pour sourire, j'ai parlé d'activité physique, mais je ne fais plus physiquement ce que je faisais il y a même 10 ans. Donc ça, c'est sûr que c'est une limitation. Mais dans les aspirations, dans les objectifs que je me fixe même au quotidien, il se trouve que je continue à travailler à plein temps, que le travail que je fais n'est pas très différent aujourd'hui que ce que je faisais il y a 10, 15, 20 ou 30 ans. Donc, c'est pas quelque chose qui me pèse. Et tu sais, il y a quelques décennies, quand le sida avait une si mauvaise réputation et quand je disais, quand les patients étaient persuadés qu'ils allaient mourir dans des délais très brefs, je leur disais que la meilleure chose qui puisse leur arriver, c'est qu'on vieillisse ensemble. Eh ben, pour un certain nombre, c'est ce qui s'est passé. Et donc, voilà, c'est quelque chose que j'assume et pour lequel je prends même du plaisir, puisque j'ai vieilli avec eux, ils ont vieilli et j'ai vieilli avec eux. Mais dans ma tête, je crois que c'est ce que j'ai cru entendre aussi, dans ma tête, mes aspirations n'ont pas changé. J'ai
je n'ai pas fermé les portes, je n'ai pas fermé les fenêtres. Je profite toujours de ce à quoi je peux profiter, sachant que j'ai une limitation physique, par exemple, pour certaines choses, malgré tout. Je pense un peu la même chose. Ça veut dire que la médecine, c'est aimer les gens, s'intéresser aux gens. Donc, quel que soit votre âge, quand le regard en face de vous, il y a la confiance, il y a la sympathie, il y a l'empathie, ben, ça suffit pour continuer avec passion le métier qu'on fait. L'âge qu'on a, la personne dont on s'occupe ne vous en fait pas du tout le tableau péjoratif. Si on vient vous voir, c'est qu'on a envie de quelqu'un qui vous écoute, qui vous regarde, qui vous aime, qui fait le maximum. Et donc moi, ça me suffit. Est-ce que, surtout vous qui avez occupé des postes importants, ou en tout cas qui avez une certaine aura, etc., est-ce que ça vous dit quelque chose d'occuper la place du vieux sage et d'éviter celle du vieux con? Parce qu'il y a un moment donné, peut-être que... Non? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes confronté ou pas? Moi, j'aime bien être un vieux con. Hein. De toute façon, je pense qu'on peut être jeune et être un vieux con aussi. Hein. Donc, ça m'amuse même d'être un vieux con des fois. Donc, tu as raison de dire que c'est beaucoup le regard des autres. Hein. Et le regard des autres, c'est ce qui nous fait sentir plus ou moins vieux. Hein. Alors, par rapport à la condition dans laquelle on se trouve du fait du temps qui est passé. En tant que mec, on a moins de testostérone, hein, ça c'est évident. C'est pas si grave. Moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir toujours autant d'ocytocine. C'est ce que tu disais. C'est l'hormone du plaisir. D'avoir toujours autant de plaisir à faire un certain nombre de choses, d'avoir autant de plaisir à aimer, d'avoir autant de plaisir à être aimé, c'est très important aussi. Mais moi je pense que c'est très... Dans le temps qui passe, c'est une chose qu'il ne faut pas négliger. Il ne faut pas la laisser de côté. C'est pas simplement d'être aimé d'ailleurs. Je pense que c'est au moins aussi important d'avoir la capacité d'aimer. Moi, je suis très frustré quand ce sentiment, je le sens disparaître, ou ça me nuisait, ou qu'il n'y a plus de personnes ou de choses que je puisse, pour lesquelles je puisse exprimer des sentiments ou des émotions. Et ça, je crois que c'est pas lié. Je ne vois pas pourquoi il y aurait des limites d'âge à ça. Jean-Pierre? Bah oui, on est tout à fait d'accord. Quand on est avec quelqu'un et que la personne en question a une complicité relationnelle, parce que quel que soit l'âge qu'on a, il se passe quelque chose entre les regards, entre les paroles, entre les écoutes, eh bien, à ce moment-là, tout est réglé. Le vieux con, moi, j'ai jamais eu l'impression d'être regardé comme un vieux con. Je pense qu'il y en a qui me regardent comme un vieux con, mais je les vois pas. Voilà, c'est pas compliqué. C'est aussi l'autre versant du vieux con. Est-ce que, quand même, et c'est d'ailleurs un des points sur lesquels nous, on s'est beaucoup inscrit en lançant le CNAF, puis après le contre-salon, c'est que quand même, il se passe quelque chose avec l'âge, semble-t-il, c'est que plus on prend de l'âge, moins on décide de choses. Plus, semble-t-il, ce sont les autres qui décident à votre place. On a évidemment l'exemple fameux qui est l'entrée en institution. L'entrée en institution, on reste toujours sur ce trépied qui est terrible, hein, où un tiers des vieux le font volontairement, un tiers des vieux
ne disent rien et un des vieux ne voudraient pas. Est-ce que vous avez quand même aussi ce sentiment et cette urgence qui est que de faire quelque chose pour que le vieux parle? On l'a bien vu encore, et vous l'avez vu comme médecin. Quand même, ce qui s'est passé avec le Covid est quand même faramineux, c'est-à-dire on a décidé à la place des vieux sans aucun souci, y compris le comité national d'éthique qui a trouvé tout à fait normal au début de dire on ferme à double tour. Vous voyez, est-ce que cette question de avec l'âge, on ne décide plus trop? Est-ce que ça vous semble non seulement une urgence, mais une priorité de faire quelque chose là-dessus? On le voit bien encore sur le fait que là, ce matin, la ministre des Solidarités a voulu présenter je ne sais quelle mesure sur le vieillir ensemble, etc. Il n'y avait pas un vieux. C'est-à-dire les politiques sur la vieillesse sont faites sans les vieux. Voilà. Est-ce que cette problématique-là, surtout vous qui l'avez vécu, vous avez vécu dans des lieux de pouvoir, à l'hôpital, etc. Est-ce que voilà, vous le ressentez quand même, que c'est plus vous qui décidez? Oui, enfin, je ne sais pas toi, mais moi, je suis encore dans des situations où je peux être amené à décider des choses. Donc, je ne suis peut-être pas un mauvais exemple. Mais par contre, moi, je suis très attaché à défendre un concept qui est né il y a quelques dizaines d'années maintenant, qui est la démocratie en santé. Et c'est clair que la parole des vieux, puisqu'il faut les nommer comme ça, est peu ou pas entendue aujourd'hui. En tout cas, dans nos cultures qui sont devenues très narcissiques, très individualistes. C'est pas le cas, par exemple, sur le continent africain, où on a l'habitude de dire que quand un vieux disparaît, c'est une bibliothèque qui s'éteint. C'est une très jolie façon d'exprimer les choses. Nous, on a perdu ça parce que on est dans une société de valorisation individuelle où le tissu social ne prend plus en compte la complexité en termes de hiérarchie d'âge ou de social, etc. Donc, c'est quand même beaucoup le regard des autres qui fait aujourd'hui le regard des autres et le regard social, la manière dont la société fait sens en intégrant la parole et l'écoute des personnes à partir d'un certain âge, probablement parce qu'on est dans une société aussi où la productivité économique est trop prégnante, c'est-à-dire qu'une personne âgée, soi-disant, n'est plus productive, elle n'est plus que consommatrice, mais elle n'est plus productive et donc le regard s'écarte volontiers. Enfin, je ne sais pas si je réponds à ta question. Mais encore une fois, je crois que c'est vraiment un problème social. Sinon, je pense qu'il serait légitime, enfin, je suis sûr dans certaines cultures, la parole des personnes âgées est encore très écoutée. C'est vraiment un problème aujourd'hui de société. On a perdu le sens du collectif et où les personnes âgées, de plus en plus d'ailleurs, hein, notre société vieillit beaucoup et je pense que si on coupe les choses, on va perdre de l'âme. Ça marche pas là. Sur le plan, la société, sur le plan de la prise en charge de la personne âgée, qu'elle soit vulnérable ou pas vulnérable, on est très en retard. Ça fait pourtant des années qu'on signale qu'il faut faire quelque chose, ça n'a pas été fait. Ça va peut-être être fait maintenant. Néanmoins, en ce qui concerne le problème décisionnel, il est évident que quand on prend de l'âge, on ne va pas être écouté de la même façon que quand on a 40 ans ou 50 ans. C'est pour ça que dans le concept décisionnel des choses, la collégialité, la complicité avec les autres soignants, avec les autres médecins, avec la famille. Donc c'est un ensemble. Le médecin n'est jamais tout seul. Pour que ça marche, il faut qu'il soit avec d'autres. Famille, collègues, soignants. Et avec l'âge, c'est encore plus vrai.
il est sûr que les internes ou les chefs de clinique qui ont 40 ans ou 45 ans nous voient avec un œil différent. Mais ils nous écoutent si on prend la peine de parler de façon compréhensible pour eux. Parce que notre expérience, ils ne l'ont pas. Et notre expérience, elle a une grande importance à condition qu'elle se fasse en complicité avec tout le monde. On a vraiment ce problème de micro. Je vous trouve un peu, j'allais dire, un peu mensonger quand même. Attendez. On vous écoute beaucoup moins parce que vous êtes beaucoup plus âgé quand même. Quoi. Arrêtons. Jean-Pierre, quand tu avais 30 ans de moins, attends, tu parlais, on t'écoutait, non? Il y a le poids. Alors que ce qui est très impressionnant, c'est que tous les deux, dans vos domaines, toi par exemple sur la prise en charge de la douleur, Willy, avec tout ce qu'il a vécu quand même sur toute l'épidémie du sida, vous avez une expérience absolument magnifique, fantastique. On ne peut pas dire qu'elle soit mise en valeur. On ne peut pas dire, voilà. Et là, vous nous dites, oh ben non, tout va bien, dès que je parle. Là, je vous trouve un peu... Vous faites comme si... comme sous... Non, Oui et non. Non, je pense que les étudiants, par exemple, quand je leur fais un cours, je ne suis pas sûr qu'ils me voient comme un vieux. Et au contraire, ils aiment bien quand je leur raconte, je mets les choses en termes de perspective, d'expérience, d'histoire ancienne. Je crois qu'il n'y a pas de problème vis-à-vis des responsables actuellement, parce qu'effectivement j'ai moins de responsabilités. Enfin de mon temps, entre guillemets, puisqu'il faut parler comme ça, on avait un certain respect ou une certaine déférence vis-à-vis des maîtres, des anciens maîtres. Ça a un peu disparu, hein, c'est vrai. Mais à la limite, c'est pas grave. Moi, ça me gêne pas du tout. Par contre, là où on est regardé de manière, enfin, où d'ailleurs le regard ne se pose même pas sur nous, c'est avec l'administration. L'administration, enfin moi je travaille toujours dans le secteur public. Ça fait déjà quelques années, j'ai 78 ans, que je signe tous les ans un papier disant que j'ai moins de 72 ans. J'aurais préféré que ça soit d'ailleurs plus bas, mais bon. Donc, parce qu'on n'a plus le droit de travailler dans la fonction publique au-delà de 72 ans. Donc, j'ai un cumul emploi-retraite, ce qu'on appelle, et que ce cumul emploi-retraite me donne un CDI, un CDD plutôt, que je dois renouveler tous les ans. Et voilà, tous les ans, je signe que j'ai moins de 72 ans parce que sinon, je n'ai pas le droit de travailler. Dans le public. En tant que médecin dans le privé, on peut travailler indéfiniment, enfin jusqu'à... Voilà. Moi, ce qui m'importe encore aujourd'hui, hein, c'est... Et je le disais à mes patients, je suis des patients depuis 40 ans pour certains, je leur disais, écoutez, surtout si vous sentez que je ne suis plus en capacité de vous soigner, dites-le moi. Ils n'ont jamais osé, ou en tout cas, ils ne l'ont jamais fait. Donc, je ne sais pas si... j'espère avoir de garder une certaine compétence, mais dans mon approche, mes prescriptions, de mon écoute aussi. Hein. Je pense que l'intérêt que j'ai... Alors, l'avantage aussi d'avoir... mon âge, c'est que je ne suis pas contraint de limiter mes consultations à 20 minutes. Personne ne va oser me dire que, parce que je passe 45 minutes avec un patient, que je n'ai pas le droit. Donc tu vois, ça a des avantages finalement d'avoir un certain âge. Donc... Non mais ça, c'est très important. On a, à notre âge, la possibilité de donner du temps. Or, les gens, aujourd'hui, quand ils viennent me voir ou quand ils viennent voir Willy, ils sont contents de se rendre compte qu'on leur donne du temps. Et le temps permet de mieux se comprendre, de mieux se connaître, de mieux échanger. Et c'est vrai que c'est un cadeau d'avoir en face de soi quelqu'un qui vous écoute et qui reconnaît ce temps qu'on consacre à ses besoins. Le cadeau, c'est vous. Je continue avec toi parce que est-ce que
tu as changé, tu trouves, avec l'âge. Et la deuxième question qui est un peu la même, est-ce que toi, en tant que médecin, ton regard sur la vieillesse a bougé ou pas? Parce que bon, tu as fréquenté soigné beaucoup de vieux. Est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y a, quand tu les vois, est-ce que ça te fait peur de pas ou non? Alors, je n'ai pas changé parce que depuis le début de ma médecine, mes chouchous sont les enfants et les vieillards. Voilà, c'est pas compliqué. Les plus vulnérables, ce sont ces deux tranches d'âge. Donc, mon regard n'a pas changé. En revanche, ce qui est exact, c'est qu'avec les personnes âgées, on prend des moyens de communication mieux adaptés. Il faut s'adapter à chacun, parce que chacun est différent, et donc j'ai pas changé du tout. Mon regard sur la vieillesse, il n'a pas changé, parce que alors j'ai appris beaucoup, bien sûr, au fur et à mesure que je voyais des gens âgés, on apprend, le médecin apprend toujours, mais j'ai appris que l'écoute, la patience, la façon d'aborder le même problème de façon différente en fonction du moment, en fonction de la personne qui accompagne, etc., était essentielle. Les personnes âgées, pour moi, ça m'a appris leur fragilité pour la prise en charge. Il faut une prise en charge adaptée à chacun. Mais sinon, sur le fond, ça n'a pas changé. Et toi? Oui, enfin, moi j'ai toujours été extrêmement heurté par la façon dont la médecine ou les médecins portaient leur regard sur les personnes âgées. On sait bien, hein, quand il y a un malade hospitalisé au bout d'un certain âge, ils ne sont pas traités de la même manière. Et ça m'a toujours choqué. Et ça m'a même révolté à une époque, quand j'étais jeune encore. Donc, j'ai toujours eu une attention particulière, une écoute particulière vis-à-vis des problématiques, d'autant que j'ai toujours considéré qu'une personne âgée avait quelque chose à nous transmettre. Alors, tout à l'heure, je disais que j'ai vieilli avec mes patients, enfin mes patients ont vieilli avec moi, et j'entends beaucoup leur souffrance en vieillissant. En particulier, dans le sida, j'ai eu à prendre en charge des patients qui étaient des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes et qui, pour beaucoup, ou pour certains en tout cas, sont dans un registre un peu narcissique où la beauté physique joue un rôle important et ils ont une grande souffrance du temps qui passe et du regard des autres avec ce temps qui passe. Et ils se plaignent de ça beaucoup, plus que de douleurs, plus de problèmes physiques. Ils se plaignent du regard des autres sur le fait qu'ils ont vieilli. J'ai peu de remèdes pour ça. Je crois qu'il y a vraiment à valoriser d'autres qualités que la simple qualité du physique. Je crois qu'il y a une beauté qui va au-delà du physique que nos sociétés ne valorisent pas suffisamment et c'est dommage. Donc le regard sur la vieillesse, moi j'ai toujours un regard très tendre, j'allais dire, ou très attentif aussi sur les personnes âgées. Et j'entends beaucoup leur souffrance qui est liée principalement, pour ne pas dire exclusivement, sur le regard que la société porte sur eux. Là, tous les deux, vous semblez d'accord sur le fait que le problème aujourd'hui, c'est plus le regard de la société sur les vieux. Mais alors, inversons un petit peu le truc. Qu'est-ce que les vieux doivent faire pour que ce regard change? Parce que bon, comme on dit, il ne faut pas toujours passer son temps à caricaturer le bourreau, mais qu'au moins la victime se révolte, quoi. Qu'est-ce que... Voilà, tu l'as dit. Ben oui, mais alors quoi faire? Il faut se révolter.
Non, non, je suis d'accord. Il faut permettre déjà... faut laisser le champ à cette population de s'exprimer plus volontiers, de laisser la place à la démocratie de s'exprimer et pourquoi pas se révolter. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Moi, ça m'arrive de mordre. Hein. Oui, c'est sûr. La clé du problème, c'est ça. Les personnes âgées, il faut qu'elles s'expriment. Il faut qu'elles soient exigeantes. Et à partir du moment où elles le font avec délicatesse, eh bien, il va bien falloir que ça communique au niveau sociétal. Parce que la solidarité est en train de s'effondrer, la générosité est en train aussi de s'effondrer. Eh bien, les personnes âgées, il faut qu'elles existent et qu'elles disent qu'elles sont là, à leur façon. Parce qu'une personne âgée, ça ne s'écoute pas de la même façon qu'une personne moins âgée. Ça ne se regarde pas avec les mêmes yeux. Il faut s'adapter à la fois sur le plan sociétal et sur le plan médical et soignant à une population qui croit et qui a des besoins élémentaires, pas compliqués, à condition qu'on la regarde. Voilà. Mais c'est pas un peu ce que vous êtes en train de faire, là ? C'est un peu ce qu'on est en train de faire, et aussi on est aussi confronté à quelque chose, c'est que, alors vous avez beau dire que l'âge ne change rien à l'affaire, quand on devient un peu âgé, on a aussi envie d'être plus tranquille, plus calme, on se retire un peu, on parle moins. Non pas par nécessité, etc., mais par inquiétude, on peut être un peu plus philosophe. Bref, on devient un peu zen, et en devenant zen, on devient un peu silencieux, vous voyez. Donc, les personnes âgées doivent parler, mais elles ne parlent pas beaucoup. Ou alors ceux ou celles qui parlent, on les voit bien, les députés, sénateurs qui sont un peu âgés, mais voilà. Mais ils sont ceux qui font comme s'ils n'étaient pas âgés. Vous voyez, il y a cette contradiction un petit peu, non ? Vous ne la ressentez pas sur le fait que... Mais, voilà, c'est bien beau de dire que les personnes âgées prennent la parole, que les vieux prennent la parole, mais peut-être qu'ils n'ont pas aussi toujours envie, quand il y a aussi une sorte de tolérance, je ne sais pas. Peut-être qu'il faut prendre exemple sur certaines sociétés africaines, hein, où il y a des forums qui se font autour d'un arbre, où il y a le sage qui se pose et qui transmet ce qu'il a envie de transmettre. Mon père est décédé à 104 ans. Et jusqu'à quelques semaines avant son décès, il était encore très actif. Et il s'occupait de ses petits-enfants, il les portait, il allait au marché tous les jours, et il prenait la parole. Et quand il s'est senti partir, il disait « Mais j'ai encore plein de choses à faire, je ne vais pas voir grandir mes petits-enfants ». Et il prenait la parole parce que je crois qu'il avait un espace pour le laisser. Je crois que là, vous êtes en train de... Tu dis que les gens ne prennent pas la parole, mais est-ce qu'on leur tend le micro ? Je pense qu'il faut leur tendre un micro déjà. Peut-être qu'à ce moment-là, ils prendront la parole. Je vois ici, il y a plein de gens. Ils ont sans doute envie aussi de prendre la parole. Mais il faut leur tendre le micro. Et je pense qu'en tant que responsable social, on doit leur tendre le micro. Quel est l'âge du président de la République aux États-Unis déjà ? Il cause, hein ? Il est plus vieux que moi en plus. Oh là 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 là. Donc il cause. C'est gentil de dire tendre le micro, mais ton expérience que vous avez vécue autour du sida, non, les malades, ils ont pris le micro. Là, il y a un moment donné où peut-être, c'est d'ailleurs un peu ce dont on discute, où les vieux ont à prendre la parole, mais parce qu'on ne leur concède pas la parole. Voilà, mais dans le cas présent, c'est pas le cas, non. Et on le voit bien, puisque c'est un des autres thèmes qu'on pourrait aborder, c'est sur la fin de vie. On ne peut pas dire que sur la fin de vie, on entende beaucoup les... Voilà, c'est les autres aussi qui décident. Oui, enfin bien que sur la fin de vie, je pense que dans les associations, il y a pas mal de gens, mais et la moyenne d'âge doit être plutôt au-delà des 50 ans. Donc, non, c'est avec des événements comme celui que vous venez que vous initiez là aujourd'hui que
on peut donner la possibilité à des personnes qui n'avaient pas l'espace pour s'exprimer, le fait de le faire. Les patients, en 2002, ils ne prenaient pas la parole. Le sida a réveillé cette parole chez les patients. C'est pas gagné d'ailleurs, hein, parce que l'histoire avance et recule assez volontiers. Il y a des flux et des reflux. Mais quand même, cette ouverture vis-à-vis des personnes directement concernées par un sujet, je crois qu'il faut continuer à s'en saisir et l'amplifier. Et des événements comme celui que vous venez de créer, enfin que vous créez là, est peut-être une bonne... Oui, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit, mais ce qui est important aussi, c'est que la famille, les enfants, les petits-enfants, les cousins, les belles-filles, etc., facilitent aussi la parole aux personnes âgées. C'est très important, parce que moi je constate que dans les familles où la personne âgée est entourée familialement de façon réelle, eh bien, la fin de vie de cette personne-là ne va pas être la même du tout que s'il n'y a pas d'environnement. L'environnement est capital. Et là, c'est à nous, médecins, effectivement, de créer quelque chose d'harmonieux, une complicité harmonieuse entre tous les intervenants pour qu'il y ait, dans ce domaine de la fin de vie, un accompagnement de la personne âgée, qui, effectivement, n'osera pas le demander. La personne âgée qui ne va pas bien, elle est souvent pudique, elle ne demande rien, mais elle est contente dans ses yeux, on voit la lumière, quand tout d'un coup, il y a un environnement émotionnel important. Deux choses. Tu as raison quand tu dis que la personne âgée, voilà, elle est un peu pudique, mais quand elle parle, on ne veut pas l'écouter en fin de vie. C'est quand même ça la règle. Hein. Quand elle parle, quand elle dit qu'elle n'est pas bien dans une EHPAD, on ne l'écoute pas. Voilà, donc, et c'est pour ça que je voulais rebondir avec Willy et sur le sida. Votre expérience du sida, quand même, bon, les malades ont pris la parole, se sont battus, bon, on était dans... Voilà. Quel levier tu donnerais aux vieux pour... Parce que bon, il faut prendre la parole, d'accord, mais après pour dire quoi? Je ne sais pas. Quel levier tu donnerais? Est-ce qu'il y a des endroits? Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce que l'expérience du... Voilà. Ouais. Je vois... on voit bien qu'est-ce qui a fait que les choses ont bougé autour du sida. C'est que les gens se sont regroupés entre eux. C'est vrai que il y a des associations qui se sont créées et il faudrait peut-être profiter des clubs de bridge, je sais pas, par exemple, pour donner la parole. Non. On voit bien que les personnes se regroupent dans des activités de loisirs, mais peu dans des activités revendicatrices. Et je crois que il faudrait qu'il y ait des associations qui se créent pour... pardon ? Oui, tout à fait. Des associations qui se créent pour poser des revendications propres d'ordre social. Dis-moi, en vieillissant, tu deviens bien sage, parce que là, je m'attendais à ce que... Est-ce qu'il n'y a pas des actes de rupture, des choses à faire voilà. Quand, par exemple, on voit que dans le nord de la France se crée une EHPAD de 700 patients, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On dit, il n'y a pas de... Le sida nous a montré aussi qu'il y avait des moments où il fallait non seulement pas simplement être gentil et écouter, qu'il fallait aussi dire non. Mais voilà, est-ce qu'il y a des lieux, des moments, des situations où, voilà, dans ce qu'on vit actuellement, voilà, là, je parle, mais bon, il y a une loi à grande vieillesse, il n'y a pas un vieux qui en parle, quoi. Donc qu'est-ce qu'on fait? On continue comme ça, comme si de rien n'était, en disant « Allez, soyons gentils, ça passe... » Voilà. Les malades du sida, ils ont un peu bougé. Toi, tes patients aussi, ils ont un peu bougé. Donc, sortez, quoi. Je vous trouve pantoufle. Les médias, là, vous avez une importance sur ce plan-là que vous n'exploitez pas. Il y a eu la libération de la femme en mai 68. Eh bien, aujourd'hui, il faut qu'il y ait libération et disons des personnes âgées pour qu'elles s'expriment, pour qu'on s'occupe d'elles.
Eh ben ça, c'est, eh ben faites des articles, faites des enquêtes. Qui a fait bouger le statut des femmes qui était impensable? Oui, c'est les médias aussi. C'est les médias. Les femmes s'en sont emparées des médias, et les médias les ont suivis. Les journaux de femmes ont joué leur rôle, et ça, c'est très important. Il faut, pour les personnes âgées, qu'il se passe la même chose. Oui, je ne sais pas si on peut créer Act Up. Act Up. Mais est-ce qu'il y a des lieux, des moments ou des choses, voilà, savoir. Je ne suis pas sûr qu'un EHPAD ce soit un bon lieu pour créer une grève à l'intérieur. Pardon? Oui. Tu as peut-être des idées, mais bah, en général, les gens qui sont dans les EHPAD ont des limitations à la fois physiques, voire intellectuelles. C'est peut-être un peu avant qu'il faut agir. Mais je suis d'accord avec toi que le problème, c'est est-ce qu'on peut faire des die-in? Tu sais, les gens s'allongeaient. Le silence égale mort. Hein. C'est le fameux slogan d'Act Up, et il peut se rapporter à beaucoup de situations, dont celle des personnes âgées aujourd'hui. Hein. Je suis assez d'accord avec ça. Maintenant, à la fois en termes d'organisation sociale, il se trouve que les personnes âgées ne sont pas dans des réseaux sociaux très développés aujourd'hui, dans nos cultures à nous, en tout cas, dans notre civilisation actuelle. Et il faut d'abord, à mon avis, créer un lien, trouver un moyen de créer des liens et de créer des forums où les gens pourraient, je dirais, agir collectivement. Je te coupe un peu, mais si les personnes âgées, pas très âgées, se retiraient du monde associatif, il n'y aurait plus de monde associatif en France, quoi. Oui, d'accord, mais donc les personnes âgées, ou en tout cas à un certain âge, elles sont omniprésentes dans ce tissu-là, dans ce tissu de liens. On ne peut pas dire que c'est une quelconque influence sur la politique de la vieillesse. Il y a quelque chose je sais pas, il y a un trou noir, un passage qui ne se fait pas. Dans les hôpitaux, il n'y a que des personnes âgées qu'on soigne. On ne peut pas dire qu'elles soient très présentes. Voilà. Que faire, vous, votre expérience, voilà. Jean-Pierre. Alors toi, tu vas nous dire, l'important, c'est que le climat soit... L'important, c'est la famille. Les filles, les fils des personnes âgées, les petits-enfants des personnes âgées peuvent être le booster pour que les personnes âgées soient moins silencieuses. Voilà. Parce que les personnes âgées, elles écoutent leurs petits-enfants, elles écoutent leurs enfants. Encore faut-il que leurs enfants et leurs petits-enfants leur parlent comme il faut, les sortent et leur montrent des choses. Voilà. Il y a Étienne Cagnard qui veut dire quelque chose. On a quelques minutes, là, si la salle veut prendre la parole, dire, réagir. Non, pardon, merci Eric. Non, je ne voulais pas intervenir. Je voulais simplement livrer une expérience, Jean-Pierre et Willy, que j'ai vécue il y a 10 jours, où mon père est décédé dans un EHPAD et il voulait avoir la maîtrise de sa fin de vie. Il était conscient, il souffrait beaucoup, il répondait à tous les critères qui pouvaient conduire à une sédation profonde et continue. Il l'exigeait. La réponse du corps médical, c'était « Vous êtes dépressif, quand on aura soigné votre dépression, vous n'aurez plus cette envie ». Et c'est vrai qu'il a été bien traité dans un EHPAD, il a fini ses jours à Jeanne Garnier, qui est probablement ce qu'on fait de mieux en matière de soins palliatifs. Mais le sentiment que j'ai ressenti, et c'est pour ça que je pense qu'Éric a raison, il faut qu'on entende, c'est pas seulement de les laisser parler, il faut qu'on entende la parole des personnes âgées. Le sentiment que j'ai eu, c'est que finalement, toute la bienveillance dont il a été entouré, notamment à Jeanne Garnier dans ces derniers jours, c'est un peu la compensation de l'absence d'écoute. Et son désir était très simple, c'était tout simplement d'avoir la maîtrise de sa fin de vie. Et il l'a exprimé fortement, et quelque part, malgré tous les soins dont il a été entouré, toute la bienveillance dont il a bénéficié, on lui a quand même confisqué la parole, qu'on le veuille ou non. Et je crois que c'est assez révélateur du fait que, indépendamment du débat sur la fin de vie,
qui mérite effectivement d'être approfondie, mais le fait de nier, ça demande pas seulement de ne pas y répondre, mais de considérer que sa demande n'était pas légitime. Je trouve que c'est quand même un exemple assez significatif de l'absence d'écoute de la personne âgée. Merci Étienne. Oui, c'est un peu compliqué parce que je crois que dans les services de soins palliatifs, ils n'aiment pas beaucoup envisager d'être l'instrument direct de la fin de vie. Non, mais ils sont en enfin, c'est compliqué. C'est compliqué pour les soins palliatifs, puisqu'ils considèrent que justement, c'est la réponse à une fin de vie harmonieuse entre guillemets. Et donc il y a des paroles qui sont difficiles à entendre pour des gens qui s'occupent de soins palliatifs. Mais c'est un sujet quand même où il y a une association qui existe, qui prend la parole de manière assez forte et qui n'est pas entendue effectivement, mais peut-être que les moyens qu'ils utilisent aujourd'hui ne sont pas suffisamment, j'allais dire, violents au sens, c'est pas obligatoirement de la violence physique, mais violent. Pardon ? Oui, c'est ça, oui. Pourtant, ils ont une foi forte, ils représentent beaucoup de monde. Je pense dans l'association pour mourir dans la dignité, il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes. Je pousse un peu plus loin ce que vient de dire Étienne Cagnard, c'est qu'il pose très justement la question de la légitimité de la parole âgée. On le voit bien maintenant avec tous nos discours sur la maladie d'Alzheimer. Dès que vous êtes catalogué d'Alzheimer, la personne peut dire n'importe quoi, elle est considérée comme... Voilà. Il y a tout de suite un soupçon. Ah ben, elle est âgée. Ah bon ? C'est peut-être... Elle pense pas tout à fait. Elle peut-être pense différent. Ah bon, elle est déprimée. C'est pour ça qu'elle pense ça. Vous voyez, c'est compliqué aussi, hein, Jean-Pierre. Je crois qu'il y a, sur le plan culturel, il y a des progrès à faire pour que justement la fin de vie, sur le plan culturel en France, soit regardée avec un œil complètement différent. Car en fait, les médecins ou les soignants sont encore très modérés dans l'utilisation des moyens permettant une fin de vie comme il faut. Or, en France, on a tout à fait ce qu'il faut pour donner à chacun une fin de vie comme il en a envie. Mais il faut que ça bouge dans la tête. Ah ben, mais la personne âgée, oui, sa légitimité, elle doit être reconnue, mais soutenue par la famille, soutenue par les médecins. Véronique, vous voulez parler ? Merci. Chers collègues, moi je suis impressionnée parce que j'ai l'impression que vous parlez comme des vieux médecins ou comme des médecins qui ne se disent pas vieux. Et nous pensons que si nous n'assumons pas à un certain moment de dire « je suis vieux », eh bien il y a peu de chances que le regard de la société en général change sur la vieillesse. Et si les vieux médecins que nous sommes ne participent pas à ça, alors effectivement on continuera de poser un regard, nous, de médecins, sur toutes les personnes vieilles. Et donc, c'est quand même curieux. Pourquoi vous ne vous dites pas vieux vous-même ? Vous parlez des vieux, ce sont les autres, c'est pas vous. Et pourtant, tous les deux quand même, si je peux me permettre, vous n'êtes plus des vraiment jeunes vieux. Vous êtes des vieux vieux. Allez, Willy Despencoins, agressé. Non, je n'ai pas du tout envie de me défendre. Quand Eric m'a proposé de venir participer à cet événement, je lui ai dit mais pourquoi moi, effectivement. Il m'a dit parce que j'ai l'impression que tu vas accepter d'être vieux. Je lui ai dit oui. Il n'en trouvait pas d'autres de vieux qui voulaient être vieux. Donc vous voyez, ça veut dire quand même que quelque part j'ai assumé de venir personnifier la figure du vieux. Non, je ne me défends pas d'être vieux. Je sais bien que je le suis. De toute façon, quand je vais chercher ma fille à l'école, on me demande si je ne suis pas le grand-père. Donc je ne vois pas comment
Comment je pourrais refuser cette... mais je dis que c'est quand même beaucoup dans le regard des autres et qu'il ne faut pas non plus en faire une tare. Parce que, ok, vous dites... je ne suis pas sûr que même en étant vieux, on n'a pas quelque part, chacun d'entre nous, d'entre vous, quelque chose de l'enfance. Hein, on garde tous ça, quelque part. Et moi, j'ai pas envie de m'en départir de ça. Et ça ne veut pas dire que je refuse les outrages de l'âge, la proximité d'une fin qui saurait tarder malgré tout. Je refuse pas tout ça. Donc, non, moi, je ne me sens pas du tout en marge de la vieillesse puisque je suis là. Jean-Pierre, avant de... Oui. Oui, non mais moi, vieux, j'ai aucun problème pour assumer ce que je suis, mais c'est la tête dans la tête, je ne suis pas vieux dans la tête encore, pas assez. Voilà. Bonsoir et merci. Je crois qu'on a tous ce décalage entre ce que l'on ressent à l'intérieur de soi et ce que l'on voit devant la glace ou dans le regard de l'autre. Ça, c'est notre humanité qui nous empêche de vieillir mentalement, mais le corps est là pour nous le rappeler. Je voudrais dire autre chose pour répondre à votre question, c'est qu'il me semble que très souvent, les vieilles et les vieux, beaucoup de vieilles, plus de vieilles que de vieux, sont engagés dans le monde associatif. Et heureusement qu'ils et elles sont engagés dans le monde associatif. Mais par contre, très peu d'elles, en tout cas moi y compris, ne s'intéressent à ce qui se passe pour les vieux. C'est une préoccupation que je n'ai que depuis quelques mois. Et je suis ravie justement que ce salon existe, que ce mouvement existe. Et j'ai envie de dire, mon projet maintenant, c'est de me dire, moi, je suis légitime pour faire quelque chose pour des gens comme moi, et pour la vieille que je serai, et pour les vieux qui le sont. Pour rebondir avec vous, dans le monde associatif, il y a beaucoup de vieux. Et c'est grâce à eux s'il y a une stabilité du monde associatif. Et on n'est pas reconnu, je suis désolée. Et vous savez que nous, à France Bénévolat, on fait des enquêtes tous les 3 ans. Et il y a de moins en moins de vieux qui s'engagent dans le monde associatif ou de retraités. Et je pense que ce serait très important, et moi je le fais au niveau de la PHP, d'intervenir au moment de la transition travail-retraite, qui est un moment de rupture, et où il est important de dire aux gens, ben, vous allez commencer une nouvelle vie. Et les gens sont dans l'angoisse, parce que quand ils partent en retraite ou entrent en retraite, ils se disent, ça y est, je tombe vers les vieux. Et c'est très important, et les entreprises et tout ça font très peu d'informations à ce sujet-là, comme quoi on peut avoir un nouveau projet de vie. Maintenant, si je parle pour les EHPAD, j'ai une maman qui est rentrée en EHPAD à 104 ans, et elle m'a dit, c'est un lieu pour survivre et pas un lieu pour vivre. Donc, avec France Bénévolat, on a décidé de travailler au niveau des EHPAD, pour qu'on considère les personnes à l'intérieur des EHPAD comme des vrais citoyens, avec leur fragilité. Et on est en train de créer un réseau de maisons de retraite plus inclusives, dans lesquelles les personnes peuvent s'exprimer. Elles ne sont pas des patients, mais elles sont des citoyens à part entière, avec leur fragilité. Voilà. Merci. Donc, vous voulez plus? Non, c'est fini? Oui, c'était pour ironiser sur le fait que vous êtes obligé de mentir sur votre âge pour continuer à travailler, de dire que vous avez toujours 72 ans, donc vous ne vous sentez pas vieux. Vous n'êtes pas un vieux médecin. Non, j'avais pas de problème, moi. C'est juste que si je voulais continuer à travailler, j'étais obligé. J'ai pas de problème à dire que j'ai 78 ans. Hein. Non, c'est pas un problème. Au contraire, j'ai une certaine fierté.
Je suis content d'avoir 78 ans. Hein. Il y a une dame qui... Non, si quelqu'un d'autre veut prendre... Non. Ah non, je... Oui, moi j'ai 72 ans. Et je voulais dire que depuis que je suis retraitée, je revendique le droit d'être vieille, c'est-à-dire de ne pas avoir les mêmes, contrairement à ce que vous dites, d'avoir droit à un autre rythme de vie notamment, même si je suis le modèle de la vieille qui fait du sport, qui est militante associative, etc. Et par exemple, dans les associations, moi maintenant, il m'arrive de dire non, c'est trop, je ne peux pas avoir une réunion tous les jours, je ne peux pas, etc., etc. Et ça, c'est pas tout à fait perçu. Alors c'est peut-être aussi là-dessus qu'il faut se battre. Voilà. Mais moi, c'est l'inverse, quoi. C'est dire, je revendique un espace particulier parce que j'ai plus le même âge qu'avant et que j'ai plus les mêmes possibilités qu'avant. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre? Non. Voilà. Avant que je redonne. Bonjour, merci. Qu'est-ce que l'âge et qu'est-ce que la vieillesse? On est dans une société où nous sommes les premiers à aller avoir un projet de vie, on peut dire centenaire. Ça n'a jamais existé jusque-là, donc la société ne nous connaît pas, les politiques s'en foutent, nous laissent à l'extérieur, mais nous-mêmes, l'âge, c'est par rapport à quoi? Dans le milieu végétatif, animal, est-ce que l'âge existe? Est-ce qu'on en fait toute une pataquès? On va laisser cette question en suspens, non? Sauf si quelqu'un a une réponse. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Jean-Pierre et Willy? Non, parce que l'idée, quand même, y compris de tout ce contre-salon, c'est d'arriver à trouver des leviers pour que la parole prenne, pour que la parole des vieux soit légitime. Et vous, quand même, avec votre expérience, votre passé, quand même, quoi, vous avez derrière vous quelque chose d'assez solide, quand même. Ce serait quoi, là? Enfin, moi, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est que je ne suis pas reconnu en tant que personne. On me reconnaît parce que j'ai 78 ans. C'est quand même... Est-ce que j'ai perdu des capacités professionnelles? C'est pas à moi de le dire, bien entendu, mais je crois pas. Il y a plein de gens qui me renvoient quand même le fait que je reste utile. Moi, je sais... Non, c'est pas simplement sur le plan affectif, mais il y a encore des gens qui me demandent leur avis sur un certain nombre de problèmes médicaux. Personne ne m'a mis un fusil dans le dos pour continuer à travailler. Si je le fais, c'est parce que je pense que c'est utile, enfin, et que ça me fait plaisir. Vous n'allez pas m'en retirer mon plaisir quand même, hein. Donc, s'il vous plaît, en tout cas. Donc, moi, je souffre plutôt du fait que, justement, pour des raisons administratives, on m'empêche de continuer à travailler. On me met des obstacles à travailler. On m'a rétrogradé au premier échelon des vacations. Donc, et sans possibilité, voilà, de mon ancienneté ne compte plus. Enfin bon, tout ça n'a pas de sens. Soit je suis utile, soit je ne suis pas utile. Je suis utile et je me fais plaisir. J'ai 78 ans. Bah, vous n'allez pas m'empêcher quand même de bosser, si j'ai envie de bosser. Et j'espère que c'est une revendication qu'on pourrait d'ailleurs continuer à porter. Il y a des gens qui n'ont pas les capacités physiques, voire une limitation, ou pas le souhait de continuer à travailler. Bah, il faut leur permettre de le faire. Mais si ce n'est pas le cas, bah, essayez de m'empêcher, vous allez voir. Ben, moi, c'est très simple. C'est tant que j'ai la passion de rendre service aux gens qui en ont besoin et qui viennent me voir, et ben, ça continue. La curiosité, la complicité et l'échange. Quand on s'occupe de quelqu'un, il y a un échange qui est positif à la fois pour nous les médecins et pour les gens qu'on aide. Donc tant qu'il y a la passion, on continue. Et juste pour terminer, je dirais en forme de conclusion que vous êtes en fait tous les deux des contre-exemples. C'est que votre histoire, le fait que vous n'êtes pas n'importe qui,
permet de faire en sorte que vous continuez à faire ce que vous avez envie de faire. Mais quand il y a des gens, on l'a bien vu par exemple sur la réforme sur la retraite, quand il y a des gens qui disaient « moi je suis trop vieux, il faut que j'arrête de travailler », on ne les a pas écoutés. Là, quand Étienne Cagnard raconte simplement l'histoire de son père qui dit « ça y est, moi je veux que ça s'arrête », on ne les a pas écoutés. Voilà, c'est un peu cela qui est en jeu. C'est-à-dire qu'on a besoin aussi de gens comme vous qui, vous avez réussi à faire ce que vous vouliez et à continuer, mais parce que vous avez une histoire impressionnante derrière, voilà, mais que vous êtes voilà. Mais comment faire en sorte que ceux qui n'ont pas cette force-là, ou en tout cas cette légitimité, comment créer ce lien, voilà. En tout cas, c'est l'enjeu de ces 3 jours, voilà. Merci infiniment à tous les deux, merci à vous, voilà. Alors maintenant, il y a la période encore des ateliers, puis après il y aura un autre débat, et puis Willy et Jean-Pierre, vraiment merci infiniment, car je sais que ça vous agaçait un petit peu de venir, un tout petit peu, mais que c'est par affection et par tendresse qu'ils sont venus, voilà. Et ce sont des belles qualités. Merci beaucoup. Des belles qualités. Merci beaucoup.